1830. Les flots de la Méditerranée reflètent le fracas d'un empire sur le déclin et l'éveil d'une ambition coloniale. Sur les côtes de l'Algérie, les canons français tonnent. Mais cette conquête ne sera ni brève ni glorieuse. Derrière les ordres impériaux et les discours de civilisation, une guerre longue, sanglante et impitoyable se déploie. Dans ce récit captivant, nous allons plonger au cœur de l'une des pages les plus sombres et déterminantes de l'histoire franco-algérienne, la conquête de l'Algérie. Préparez-vous à découvrir les origines, les batailles, les résistances et les traces indélébiles de cette guerre coloniale. La conquête de l'Algérie ne surgit pas du néant. Elle prend racine dans un contexte géopolitique complexe, mêlant ambitions impérialistes, tensions diplomatiques et querelles commerciales. À la fin du XVIIIe siècle, la régence d'Alger, semi-autonome sous l'autorité nominale de l'Empire ottoman, joue un rôle crucial dans le commerce en Méditerranée, mais aussi dans la piraterie maritime qui affecte les intérêts européens. Les relations entre la France et Alger sont marquées par des tensions croissantes, notamment à cause des dettes françaises envers des commerçants algériens. L'événement déclencheur de la guerre se déroule en 1827, lors du célèbre coup d'éventail. Le dey d'Alger, Hussein, excédé par le refus de la France de rembourser ses dettes, frappe le consul français avec un éventail. Cet incident, jugé humiliant par le roi Charles X, est utilisé comme prétexte pour lancer une expédition punitive. Ce geste symbolique deviendra le point de départ d'une entreprise coloniale de grande envergure, habillée du langage de la vengeance et de la civilisation. Mais derrière ce prétexte diplomatique se cachent des enjeux politiques internes. Charles X, en perte de popularité, voit dans cette campagne militaire une occasion de détourner l'attention des troubles sociaux en France et de renforcer son prestige. C'est ainsi que le 14 juin 1830, une armée de plus de 30 000 soldats français débarque à Sidi Ferrouche, à quelques kilomètres d'Alger, entamant une guerre qui allait durer plus d'un siècle. L'armée française avance rapidement vers Alger, profitant de la désorganisation des forces locales. Le 5 juillet 1830, la ville capitule après une brève résistance. Le dey est contraint à l'exil et la régence d'Alger est dissoute. Paris célèbre la victoire comme un triomphe, mais ce n'est que le début d'une occupation violente et contestée. Loin de pacifier le territoire, la chute d'Alger allume la flamme d'une résistance féroce. Dès les premiers mois de l'occupation, des soulèvements éclatent dans l'intérieur du pays. Les tribus ne reconnaissent pas l'autorité française et s'organisent pour défendre leurs terres et leurs traditions. La conquête, annoncée comme une opération rapide, se transforme alors en une guerre d'usure, marquée par des massacres, des pillages et une répression féroce. La résistance prend forme sous différentes figures, dont celle qui deviendra emblématique, l'émir Abdelkader. L'entrée dans la guerre marque aussi une mutation idéologique. La France coloniale justifie son entreprise par une mission civilisatrice, tentant de légitimer la violence par le discours du progrès. Mais les premières années montrent un tout autre visage, celui d'une guerre de domination brutale, marquée par la spoliation des terres, la destruction des villages et une population soumise à la terreur. Face à l'occupation française, une figure se dresse rapidement comme le symbole d'une résistance organisée et tenace, l'émir Abdelkader. Né en 1808 dans une famille maraboutique de la région de Mascara, il est à la fois chef militaire, homme de foi et stratège politique. En 1832, les tribus de l'Ouest algérien l'élisent émir pour unifier leur lutte contre les envahisseurs. Dès lors, il entreprend de structurer un véritable État algérien doté d'une administration, d'une armée régulière et d'une justice fondée sur les principes de l'islam. Abdelkader impressionne ses contemporains, y compris ses ennemis, par sa vision politique et sa discipline militaire. Il adopte une stratégie de guerre de mouvement, frappant rapidement puis disparaissant dans les montagnes. Face à lui, les troupes françaises peinent à contenir une guérilla qui connaît parfaitement le terrain. En 1837, le traité de Tafna reconnaît, de fait, l'autorité d'Abdelkader sur une large partie de l'intérieur du pays. C'est une victoire politique majeure pour le chef algérien. Mais cette trêve ne dure pas. Dès 1839, la France relance son offensive, bien décidée à étendre son contrôle au-delà de la côte. Le maréchal Bugeaud, nommé gouverneur général, applique une politique de la terre brûlée. Villages incendiés, champs détruits, population déportée.
La guerre devient totale. Pour briser la résistance, Bugeaud n'hésite pas à utiliser des méthodes d'une extrême brutalité. Les troupes françaises recourent à l'enfumade des grottes, une pratique qui consiste à asphyxier des combattants et des civils réfugiés dans des cavités. Abdelkader, malgré des défaites militaires, continue à incarner l'espoir d'une Algérie libre. Il mène une guerre d'endurance, mobilisant les tribus et ravivant la flamme de l'insoumission. Mais l'écart de puissance est immense. La France, puissance industrielle, déploie d'énormes moyens pour écraser toute résistance. En 1847, après des années de lutte, l'émir se rend aux autorités françaises à condition que sa famille soit protégée et qu'il soit exilé en Orient. Sa reddition marque un tournant dans la conquête. Elle signe la fin d'une résistance centralisée, mais pas la fin de la violence. L'Algérie, loin d'être pacifiée, continue d'être le théâtre d'insurrections locales. Abdelkader, devenu prisonnier en France, suscite le respect même de ses geôliers. Plus tard, libéré par Napoléon III, il s'exilera à Damas où il défendra les chrétiens contre des massacres, gagnant une reconnaissance internationale. La figure d'Abdelkader dépasse le cadre militaire. Elle incarne la dignité d'un peuple face à l'oppression, la capacité d'unir au nom d'une cause juste et la possibilité de résister avec honneur. Son héritage sera longtemps revendiqué par les nationalistes algériens jusqu'à l'indépendance. La conquête de l'Algérie par la France se distingue par une violence coloniale d'une ampleur exceptionnelle. Dès les premières années, l'armée française met en œuvre des tactiques visant à terroriser les populations locales et à éradiquer toute forme de résistance. Cette brutalité n'est pas seulement militaire, elle est systémique, pensée comme un moyen de domination. Les enfumades, les massacres de masse, les déportations de familles entières deviennent monnaie courante. Des villages entiers sont rayés de la carte pour couper les combattants de leur base. Les champs sont brûlés, les puits empoisonnés. Des figures militaires comme le maréchal Bugeaud ou le général Cavaignac appliquent une politique d'extermination implicite contre les populations rebelles. Le rapport de force est inégal, mais la férocité de la répression choque même certains observateurs français. Au-delà des combats, la colonisation entraîne une dépossession massive des terres. Le système du cantonnement oblige les tribus à se regrouper dans des zones réduites, les privant de leurs ressources traditionnelles. Les meilleures terres sont attribuées aux colons français, appelés les pieds noirs, qui s'installent grâce à des subventions de l'État. Ce processus s'accompagne d'une marginalisation politique, sociale et culturelle des Algériens. Les témoignages de l'époque révèlent l'ampleur des souffrances infligées. Femmes violées, enfants tués, vieillards exécutés, l'inhumanité de la guerre est criante. Certains officiers militaires dénoncent cette barbarie, mais leurs voix sont étouffées par l'euphorie coloniale. En métropole, on glorifie les conquérants, on célèbre la prise de villes comme Constantine, mais on tait les crimes qui ont permis ces victoires. La France met aussi en place un système administratif d'exception. L'Algérie est divisée en 3 départements, mais reste sous domination militaire. Les Algériens musulmans sont considérés comme des sujets, non des citoyens. Le code de l'indigénat, instauré plus tard, légalisera les discriminations et instaurera un régime d'apartheid avant l'heure. Cette violence institutionnelle durera jusqu'en 1945. La conquête de l'Algérie n'a donc rien d'une opération civilisatrice. Elle repose sur la domination par la peur, la destruction des structures sociales traditionnelles et la volonté d'effacer une culture millénaire. Cette mémoire douloureuse entra longtemps les relations entre les deux peuples. Après la phase militaire de la conquête, la France entame une nouvelle étape, la colonisation de peuplement. L'objectif est clair, installer durablement une population européenne sur le sol algérien pour affirmer la domination française et européaniser le territoire. Dès les années 1850, des milliers de colons venus de France, d'Italie, d'Espagne ou de Malte s'installent en Algérie. Ces colons bénéficient de terres confisquées aux Algériens, d'aides financières et d'une administration tournée à leur avantage. Cette colonisation bouleverse profondément les équilibres traditionnels. Les villes se transforment. Alger, Oran, Constantine sont remodelées selon des plans haussmanniens, avec des quartiers réservés aux Européens, souvent luxueux, et des quartiers musulmans relégués à la périphérie. Le modèle colonial repose sur une hiérarchie raciale et sociale stricte, où le colon domine et l'indigène subit.
Les Algériens sont marginalisés de l'économie moderne, exclus de la vie politique et enfermés dans des statuts juridiques inférieurs. La société algérienne, en grande partie rurale, souffre particulièrement. Les spoliations de terres provoquent des famines à répétition, des déplacements massifs et la destruction des formes traditionnelles de vie collective. L'agriculture algérienne est réorientée vers les besoins de l'économie coloniale, céréales pour l'exportation, vignobles pour le vin français. Les structures communautaires éclatent sous la pression administrative et économique du colonisateur. Face à cette dépossession, la résistance change de visage. Moins militaire, elle devient culturelle, religieuse et sociale. Des confréries soufis, des chefs locaux et des intellectuels commencent à préserver la langue, les traditions et la foi islamique comme acte de survie face à l'assimilation forcée. L'école coloniale tente d'imposer la langue française, mais elle reste inaccessible à la majorité des Algériens musulmans. Ce dilemme inacceptable pour la majorité crée une fracture durable. Le code de l'indigénat, appliqué dès 1881, légalise les punitions collectives, les amendes arbitraires et les détentions sans jugement. La colonisation de peuplement en Algérie est donc une entreprise de domination totale sur la terre, sur les corps, sur les esprits. Elle génère un ressentiment profond, une colère sourde et une mémoire collective blessée. Ces tensions accumulées ne feront que nourrir au fil du temps les revendications d'égalité, puis d'indépendance. Tout au long des 19e et 20e siècles, la résistance algérienne à la colonisation ne faiblit pas. Si les grandes campagnes militaires sont terminées, les révoltes locales continuent de surgir, souvent violemment réprimées. En 1871, la grande insurrection de la Kabylie, menée par El Mokrani, rassemble des dizaines de milliers de combattants, mais elle est écrasée dans le sang. Cette révolte marque cependant un tournant. Elle est moins religieuse qu'auparavant et commence à exprimer une conscience nationale. La fin du XIXe siècle voit aussi l'émergence d'une élite algérienne instruite, souvent formée dans les écoles françaises, mais sensible aux humiliations quotidiennes subies par les musulmans. Ces intellectuels, comme Ferhat Abbas ou Messali Hadj, commencent à réclamer d'abord l'égalité des droits, puis, progressivement, l'autonomie et l'indépendance. Le nationalisme algérien se structure à travers des journaux, des partis, des syndicats. La mémoire de la conquête reste vive dans la culture populaire. Chansons, récits oraux, traditions familiales perpétuent le souvenir des massacres, des enfumades, des terres volées. Cette mémoire transmise devient une arme de résistance. Dans les mosquées, les zaouïas, les cafés morts, l'histoire coloniale se raconte, se pleure, se rumine. Les Algériens n'oublient pas. La Seconde Guerre mondiale marque un moment crucial. Des milliers d'Algériens sont mobilisés pour combattre dans l'armée française. Ils espèrent, en retour, une reconnaissance de leur sacrifice. Mais les espoirs sont vite déçus. En mai 1945, à Sétif, une manifestation pacifique dégénère en massacre. L'armée française tue entre 10 000 et 45 000 Algériens selon les sources. Cet événement traumatique cristallise la rupture. Désormais, beaucoup comprennent que seule l'indépendance permettra la dignité. Cette mémoire de la conquête devient un élément fondateur de l'identité algérienne moderne. Elle alimente une vision duale de l'histoire, celle du peuple colonisé et résistant face à un envahisseur impitoyable. Dans les années 1950, cette mémoire se transformera en lutte armée avec le déclenchement de la guerre d'indépendance en 1954, portée par le FLN. La conquête n'est plus un passé lointain, elle est un rappel constant de la dépossession. Cette mémoire est aussi un enjeu politique. En France comme en Algérie, les récits divergents de la conquête nourrissent les tensions, les non-dits, les blessures. L'oubli, l'indifférence ou le négationnisme aggravent la fracture. Reconnaître cette histoire dans toute sa complexité est un défi encore actuel. La conquête de l'Algérie a laissé des traces profondes, visibles encore aujourd'hui dans les mémoires, les paysages et les relations franco-algériennes. Pendant plus d'un siècle, cette colonisation a façonné l'Algérie moderne, bouleversant ses structures sociales, culturelles et économiques. Elle a aussi profondément marqué la France, en la plaçant face à son passé impérial, ses paradoxes républicains et ses responsabilités morales. Les blessures de la conquête ne se sont pas refermées avec l'indépendance en 1962,
Elles se sont transmises de génération en génération, de part et d'autre de la Méditerranée. En Algérie, cette histoire reste au cœur de l'identité nationale. En France, elle est souvent ignorée, minimisée, voire niée. Pourtant, la question coloniale refait surface régulièrement dans les débats politiques, les œuvres d'art, les mouvements sociaux. Des tentatives de réconciliation ont émergé. En 2017, le président Emmanuel Macron qualifie la colonisation de crime contre l'humanité. Un geste symbolique fort, mais encore insuffisant pour certains. Des historiens, des artistes, des intellectuels travaillent à exhumer la vérité, à reconnaître les souffrances, à restaurer une parole confisquée. La mémoire devient alors un terrain de lutte, mais aussi de dialogue possible. Les cicatrices de la conquête sont aussi présentes dans la diaspora. Les Algériens de France, descendants de colonisés, portent une double mémoire. Leurs récits, longtemps tus, s'expriment aujourd'hui avec force. Des films, des romans, des chansons évoquent la douleur de l'exil, la violence de la rupture et la quête d'identité. L'histoire coloniale, loin d'être enterrée, refait surface dans l'intimité des familles et dans l'espace public. Reconnaître l'histoire de la conquête, c'est accepter de regarder en face les fondations violentes de l'ordre colonial. Ce n'est pas une question de repentance, mais de vérité et de justice. Car une société ne peut avancer sans affronter ses ombres. La France et l'Algérie partagent d'un passé douloureux, mais aussi des liens humains, culturels et économiques profonds qu'il serait dommage de réduire à la seule confrontation. La conquête de l'Algérie fut une tragédie, mais la raconter, c'est refuser l'oubli, c'est faire vivre la mémoire des résistants, des victimes, des témoins. C'est peut-être ouvrir la voie à une réconciliation sincère entre les peuples, fondée non sur le silence, mais sur la reconnaissance partagée d'une histoire commune. L'histoire de la conquête de l'Algérie n'est pas qu'un lointain passé. Elle vit dans les mémoires, les cicatrices, les luttes et les voix qui refusent l'oubli. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers cette page brûlante de l'histoire. Si vous souhaitez continuer à explorer les histoires cachées du monde, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et surtout, n'oubliez jamais, comprendre le passé, c'est éclairer l'avenir.